C'est à la dernière table ronde de la matinée qui s'intitule « Formation X.0, quelques bonnes pratiques ». Alors, dans la table précédente, on avait en fait vu quelles étaient les caractéristiques de cette formation X.0. Maintenant, on va vraiment avoir des cas pratiques, des contextes pratiques de personnes qui se sont formées grâce au numérique, mais aussi grâce au présentiel. Alors, c'est une table ronde sur laquelle il manque quelques participants pour cause de grève SNCF. Il manque François Créton de The Camp. Il manque également la DRH de Nocibé, mais qui nous ont fait parvenir des vidéos. Pour l'instant, j'appelle sur scène les invités suivants. Olivier Imbert, qui est président du CFA et vice-président de la FICIM, qui vient accompagné d'Arnaud, qui a suivi une formation de vendeur et de manager. J'appelle également Anne Le Bourgeois d'Opcalia, qui vient accompagné de Anissa Karachi pour un cas pratique de formation dans une tannerie. Et enfin, j'appelle Sébastien Bosque de Cross Knowledge. Alors pour l'instant, quand on a parlé de formation digitale, de formation X.0, on s'est essentiellement focalisé sur les cadres, sur les dirigeants. Les enjeux de formation, ça concerne tous les corps de métier, les vendeurs, les ouvriers. Ça concerne notamment effectivement les vendeurs, avec un cas pratique qui a eu lieu au CFA du Creutay. Alors Olivier Imbert, est-ce que vous pouvez un peu présenter l'activité du CFA du Creutay ? Bien sûr, oui. Bonjour à tous. Donc le CFA du Creutay, oui, dont j'ai le plaisir de m'occuper. En fait, la fédération, la FICIM dont je m'occupe, aide à l'emploi, et donc on dirige et on aide les CFA. Puisque pour reprendre, je ne sais pas si Olivier Midière est encore dans la salle, mais tout à l'heure il disait il faut agir. Un CFA, ça agit. Justement, on n'est pas du tout dans la théorisation de la formation, mais on est vraiment dans son application. Et j'ai même avec moi un être extraordinaire dont vous entendez souvent parler, mais qui malheureusement ne parle pas beaucoup, ce sont les apprentis. Donc je vous ai amené un apprenti pour que vous puissiez voir à quoi ressemble un petit peu ce qui est l'avenir de la formation, l'avenir de la France. On n'arrête pas d'en parler. Il pourra échanger et s'exprimer par lui-même plutôt que par certains grands praticiens de la formation. Voilà, tout ça pour vous dire que nous, on est vraiment dans le côté déploiement. Là, on travaille sur la fibre optique, on travaille sur la maison connectée, sur tout ce type de produits. Notre principe, il est très simple, c'est qu'on a deux indicateurs. Un qui est le taux de rupture de nos apprentis. Donc on veut toujours être en dessous de 10% de rupture, c'est-à-dire qu'on veut être sûr de la motivation des jeunes qui sont avec nous. Le deuxième, c'est le taux d'insertion dans l'emploi, et là on veut toujours être au-dessus de 90%. Donc tant qu'on est sur ces deux indicateurs, et on y est depuis 25 ans, donc ça veut dire que ça marche, c'est les critères qui sont pour nous importants, qui sont des critères qui impliquent aussi bien sûr d'évoluer, c'est-à-dire qu'on utilise de plus en plus le numérique, toutes ces grandes pratiques dont on a parlé, la FOAD, enfin la formation sur le lieu de vente, enfin, on a plein de systèmes qu'on met en œuvre, mais en effet avec toujours cette hybridation entre le côté du présentiel, le côté de la formation à distance, sur le lieu de vente, à domicile ou autre. Donc on essaie d'adapter tout ça pour être sûr de former des jeunes qui soient dans l'emploi. Et le dernier élément sur le réseau du Creutay, c'est qu'en effet, le conseil d'administration du réseau du Creutay, c'est les entreprises, c'est-à-dire elles sont représentées soit par leur organisation professionnelle, soit directement par certains représentants d'entreprises dans les milieux dont je viens vous parler, que ce soit le bâtiment intelligent avec des gens de SPI, des gens comme ça, ou le milieu de la communication, ou le milieu de l'électronique grand public. Donc on est là, donc on écoute ces gens-là pour savoir ce dont ils ont besoin sur le terrain. Et ensuite, on met en place les outils pour former des jeunes et d'être sûr qu'ils vont trouver de l'emploi derrière. Donc c'est ça pour nous l'important. Alors ce qui est intéressant dans tous ces outils, c'est que finalement, avant la révolution digitale, les choses elles étaient assez simples. Le salarié, par exemple, le vendeur, il était formé dans le CFA. Ensuite, on le mettait sur le marché du travail. Et finalement, il s'auto-formait lui-même. Il gardait tout son diplôme tout au long de la vie. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. C'est totalement impossible. Oui, alors la grosse, en effet, évolution qu'on a vécue, on vient de terminer une étude qu'on a fait missionnée par l'ADEME sur les objets connectés, qui était pour l'ADEME l'objectif de dire il y a plein d'objets connectés, est-ce que ces objets vont être recyclables, quelles seront les compétences qu'il faudra pour les réparer, etc. Et cette étude nous a amené à deux éléments. Et d'une part,
qu'on passe de plus en plus d'une compétence individuelle, c'est-à-dire qu'avant on formait par exemple un technicien en électroménager, il arrivait, s'il était très bon, il réparait une machine à laver, il repartait, c'était terminé. Aujourd'hui, quand on est dans les objets connectés, on passe d'une compétence individuelle à une compétence collective, c'est-à-dire qu'il y a tellement d'éléments à prendre en compte dans la connectivité qu'on ne peut plus mettre sur une seule personne la compétence. Et donc quand on va sur une intervention, quand on vend un produit connecté comme le fait Arnaud, il faut être entouré, que ce soit dans l'aspect formation par des outils, que ce soit en effet des outils numériques ou autres, et dans même l'acte commercial ou l'acte technique, par des moyens pour pouvoir trouver des informations sur est-ce que c'est pas la box qui est en panne, est-ce que c'est pas l'application qui n'est pas compatible avec tel produit, est-ce que c'est le produit en lui-même, etc. Donc il y a tout un environnement et un écosystème qu'il faut prendre en compte. Donc ça, c'est un point important. Donc on passe de l'individuel au collectif, c'est une évidence. Et le deuxième élément qui est important aussi à prendre en compte, c'est en effet la rupture entre la formation initiale et la formation continue. C'est-à-dire qu'on ne peut plus dire, quand on a délivré notre titre à un jeune, maintenant il est parti pour sa vie professionnelle. On est un peu, et c'est un peu ce qu'on avait discuté ensemble, dans la réflexion de se dire, mais est-ce qu'il ne faut pas, alors c'est peut-être pas très humain comme approche, mais la notion de contrat de maintenance de la formation, c'est-à-dire de se dire, un jeune qui sort sur les métiers dans lesquels on est, je ne parle pas d'autres domaines que je connais moins, mais sur les nouvelles technologies, vous vieillissez très très vite sur vos compétences, donc est-ce qu'il ne faut pas justement, et là en utilisant le numérique, alors avec du flash learning, avec plein de choses qui existent, de se dire que la mission n'est pas simplement de former un jeune et de le lâcher après dans l'entreprise, mais de pouvoir continuer de l'accompagner et de l'amener justement à maintenir cette compétence, qui est une des problématiques qu'on a en permanence, parce que ça va tellement vite qu'on vieillit très très vite là-dessus. Merci beaucoup. Alors justement, Arnaud, quel est votre parcours et quels ont été les programmes de formation que vous avez suivis ? Alors, bonjour. Alors moi, je suis actuellement sur une formation de manager, mais je vais surtout m'appuyer sur la formation que j'ai faite l'année dernière, qui était une formation de vente en électrodomestique et multimédia, et qui consistait simplement à se servir du numérique pour apprendre en fait à vendre le numérique dans un cadre de vendeur, aussi bien pour ma part, dans un cadre de téléphonie mobile, car je travaille dans un espace indépendant SFR, et au sein du CFA, on a eu cette possibilité tout au long de l'année finalement de pouvoir avoir accès par le biais de formateurs, donc avec une vraie présence en salle à des cours qui peuvent s'apparenter à quelque chose de scolaire, mais derrière des outils réellement numériques par le biais d'une plateforme qui a été créée spécifiquement par le CFA pour les apprenants et pour l'ensemble en fait finalement de la communauté du CFA, que ce soit au niveau des formateurs et des apprenants, la possibilité d'avoir par exemple des compléments de cours, c'est-à-dire d'avoir au préalable la possibilité de savoir déjà plus ou moins de quoi on va parler, d'avoir des questions peut-être déjà à poser avant même le début du cours. Ça, c'est possible uniquement par le biais de la plateforme, par exemple. En fait, la plateforme, elle est venue en amont de la formation en salle. Exactement, elle va vous permettre d'avoir la possibilité de voir de quoi on va parler, de quoi on a parlé également, et pour faire relativement simple, on va avoir réellement du concret, c'est-à-dire qu'on a un panel de cours, on a un compte-rendu qui va être disponible aussi bien quand je suis sur le CFA, donc sur le lieu de ma formation, que quand je suis chez moi, mais quand je suis en vacances par exemple, parce que je l'ai sur mon téléphone portable directement. J'ai un accès en quelques secondes sur ces plateformes. Et ça, c'est intéressant, parce que c'est vrai que tout à l'heure, on parlait de formation tout au long de la vie, formation sur le lieu de travail, mais aussi formation en dehors du lieu de travail. Vous êtes formé de chez vous, du coup, avec ces outils ? J'ai eu la possibilité et la chance d'avoir justement accès à cette plateforme depuis chez moi, et sur des systèmes avec des formateurs où on n'aurait pas tout à fait bien assimilé les choses, où on pensait les avoir assimilées, et puis finalement le fait de revoir après coup, le compte-rendu qu'on a pu avoir sur la plateforme, on a la possibilité déjà de prendre un peu de recul sur ce qu'on a vu, parce que c'est vrai que quand on est sur le lieu, on a toujours l'impression que c'est
entre guillemets, un petit peu plus simple du fait d'être vraiment dans le contexte. Quand on est en dehors du parcours de formation classique, on se retrouve vraiment sur la plateforme, sur un outil numérique, c'est là où on est vraiment, je ne vais pas dire face à soi-même, mais où on sait vraiment où on en est, et ça permet d'avoir vraiment une vision globale, si vous voulez, de ce qu'on est amené à faire, de ce qu'on nous demande aussi également, et de ce qu'on va avoir, de ce dont on va avoir besoin dans le futur pour notre métier, dont l'évolution, du coup, cette évolution continue de la formation, parce que finalement, ce que j'ai vu il y a un mois, il y a 2 mois, si j'en ai besoin aujourd'hui au sein de mon travail, je vais pouvoir le retrouver immédiatement sans avoir besoin de passer par l'attente de retourner au CFA pour pouvoir questionner sur une question ou sur une autre qui peut-être n'est pas très importante, mais sur le moment va me sembler utile. Donc on a vraiment des possibilités assez ouvertes, et je pense que c'est une chance. Et du coup, ces petits blocs de compétences que vous pouvez finalement piocher sur la plateforme, vous êtes obligé de tous les suivre ou c'est vraiment selon votre choix et votre envie ? Alors, on a la possibilité de retrouver l'ensemble de ce qu'on a vu au CFA sur la plateforme. Maintenant, je choisis, et tous les apprenants du CFA ont la possibilité de choisir quel item ils ont personnellement envie de développer à ce niveau-là. Ça, c'est quelque chose d'important dont on parlait tout à l'heure. Finalement, l'apprenant, il est considéré comme autonome. C'est lui qui peut piocher les compétences dont il a besoin. Ça, c'est une nouveauté, non, pour un CFA ? Oui, c'est-à-dire qu'on essaie de mélanger le côté individuel et collectif. C'est-à-dire qu'en effet, il y a des choses qui sont nécessaires par rapport au respect de la formation, par rapport à un titre ou pour ce genre de choses, donc des bases. Et derrière, il y a en effet l'individualisation. Dans le milieu de la vente, par exemple, vous avez des gens très doués pour le relationnel, d'autres qui sont des hommes produits, qui sont moins à l'aise face à quelqu'un en face d'eux, etc. Donc, dans ce cas-là, les formateurs eux-mêmes peuvent orienter les apprentis vers certains outils là en numérique sur lesquels ils vont pouvoir se former ou compléter des formations pour individualiser en fonction du caractère de chacun ou de ses spécificités ou de son expertise. Donc c'est dans ce sens-là, en effet, où on mélange une formation globale et une formation individuelle. Et ces formations de type blended learning, elles ont été mises en place à partir de quand dans vos CFA ? Nous, comme on est vraiment dans ces métiers un peu technologiques, on a l'avantage d'avoir des entreprises avec qui on travaille qui sont déjà beaucoup passées sur des MOOC ou sur des outils de présentation produits en numérique. Alors, au départ, c'était que de la simple vidéo. Après, on a été plus loin sur des produits plus interactifs. Donc, en gros, depuis 2008-2009, on était déjà sur ces sujets-là. On a monté notre système e-campus, je crois, en 2009. Et bon, on l'a enrichi au fur et à mesure, et on évolue aussi dans la quantité des outils disponibles et aussi dans leur qualité. Et justement, sur cette formation e-campus, il y a combien finalement de métiers que vous êtes en mesure de former tout au long de la carrière ? Nous, on développe à peu près une dizaine de titres, donc des métiers techniques dans la fibre optique, les métiers de vendeurs dont on parlait jusqu'à présent, des métiers de techniciens. Là, on travaille beaucoup maintenant sur la maison connectée, donc on a des techniciens en maison connectée, des conseillers services, donc on a une dizaine de titres qu'on déploie, et on a à peu près aujourd'hui, dans les 300 outils, à peu près, un module numérique, avec des outils d'apprentissage et des outils aussi d'évaluation, puisque c'est un point important aussi de pouvoir évaluer. Et justement, cette évaluation, ça fonctionne comment ? Ça peut être sous forme de quiz, donc avec ou du flash learning sur des systèmes. Alors, il faut être maintenant responsive, c'est-à-dire sur les formats téléphone, ou des systèmes un peu plus élaborés qui peuvent avoir lieu en cours et qui permet aussi un échange en ce moment-là entre l'apprenti et son formateur. Il y avait 2 points qui étaient vraiment importants dans la notion de formation X.0 qu'on abordait tout à l'heure. Il y a effectivement la notion de formation tout au long de la vie, de salarié qui est maître finalement de son agenda de formation. Il y a aussi la notion de communauté apprenante. Et justement, dans vos formations, Arnaud, est-ce que vous échangiez avec les autres élèves des bonnes pratiques ? Alors oui, on a beaucoup échangé, parce que c'est vrai que quand on sort d'un parcours plus ou moins classique, on n'est pas forcément habitué au départ à se servir de cette plateforme. Et moi, qui ai commencé assez rapidement à m'en servir, j'ai justement été et donné la possibilité à mes camarades en leur montrant que c'était vraiment quelque chose de très intéressant et qu'il fallait s'appuyer dessus parce que ça sert vraiment dans la vie hors CFA, si on veut. Comme je leur disais tout à l'heure, on a vraiment cette possibilité d'avoir ce dont on a besoin quand on en a besoin. Après, en ce qui concerne les évaluations, comme disait
aujourd'hui, on a la possibilité d'avoir des évaluations directement en ligne sur la plateforme, c'est-à-dire qu'on va s'en servir aussi au CFA pour être évalué sur ce qu'on a vu au CFA justement. Donc on va avoir nos résultats déjà en direct, ça nous permet de voir notre évolution tout au long de l'année en direct à la fin de chaque évaluation, voir un peu notre niveau global. Et au niveau du cours, par exemple, on n'est plus vraiment sur un système d'évaluation, mais on va avoir tout au long de la journée un formateur qui va nous expliquer un certain nombre de choses sur un item bien particulier. Et une petite demi-heure avant la fin de la journée, il va, par le biais d'applications tierces qui existent sur les mobiles ou sur les ordinateurs, créer un quiz sur lequel chaque apprenant va se connecter avec son smartphone par exemple et répondre en temps réel à ce quiz par rapport à ce qu'on a vu sur la journée. Ça va permettre de savoir est-ce que tout a été compris correctement, justement si les choses n'ont pas été comprises correctement, pourquoi ça a été compris comme ça, et de corriger le tir à ce moment-là si besoin. Et on va vraiment avoir dans ces cas-là, à la fin de la journée, une certitude d'une compréhension globale. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin forcément d'être en dehors du CFA pour se servir des outils numériques. Rien qu'avec le formateur, on a déjà la possibilité d'avoir un échange et d'avoir, par le biais de cet outil de quiz par exemple, une réponse globale plutôt que de demander à chacun « est-ce que tu as bien compris ça ?» Et en général, les gens disent oui, alors que ce n'est pas forcément le cas. Le quiz, au moins, c'est concret. On a la réponse de chacun, le pourquoi, le comment. Et si on ne connaît pas le pourquoi et le comment, il y a toujours un formateur en backup qui peut donner des informations plus précises et plus personnalisées du coup. Exactement, et on va avoir, je vais prendre un exemple plus concret, sur une question par exemple sur laquelle on a eu 4 choix de réponse. On va admettre personne n'a répondu la bonne réponse et il y a eu 80% d'une autre réponse. Et ben, on va pouvoir savoir effectivement que là c'était peut-être soit le formateur qui avait pourquoi pas expliquer la chose d'une façon un petit peu moins évidente pour chacun, ou alors de pouvoir demander mais pourquoi avez-vous pensé ça à ce moment-là, et on s'appuie sur quelque chose de concret et on a la réponse vraiment de la même manière que l'évaluation tout à l'heure en temps réel. Donc du coup, grâce à cette formation, vous êtes passé de vendeur à manager. Maintenant, c'est quoi vos prochaines étapes en termes de programme de formation? Est-ce que vous allez continuer à vous former, par exemple, tous les mois à tout ce qui est IoT, intelligence artificielle? Je pense que c'est des enjeux qui doivent vous concerner. Alors aujourd'hui en téléphonie mobile, de toute façon, on est obligé de suivre l'évolution et là c'est quasiment mois par mois parce que ça va tellement vite que de toute façon on n'a pas le choix. On le voit aujourd'hui avec les produits comme Apple ou Samsung qui sont aujourd'hui les grandes marques de cet univers. On a chaque année des annonces, alors qui ne sont pas forcément sorties sur l'année même, mais on va avoir des annonces qu'on doit se tenir au courant pour l'année prochaine, pour l'année d'après déjà, tout en sachant également ce qui se fait sur le moment. Donc c'est assez compliqué de le faire tout seul. Donc oui, évidemment, je vais continuer à utiliser des parcours de formation tout au long de ma carrière. Oui, je pense. Du coup, c'est un immense défi pour vous parce que ça veut dire que vos blocs de formation en ligne, vous devez les réactualiser finalement tout le temps au fur et à mesure des innovations. Oui, ça c'est l'impératif qu'on a. Alors là encore, le fait qu'on soit très proche des entreprises fait que les formateurs ou les chefs produits des entreprises pour lesquelles on travaille, alors que ce soit dans l'électronique, Samsung ou tous les différents intervenants qui nous soutiennent, nous permettent de former nos formateurs ou de développer les outils adaptés ou de les faire évoluer pour qu'ils soient toujours en phase avec les évolutions des technologies. Donc ça, c'est une obligation. Oui. Et vous produisez combien de nouveaux modules par mois ? Alors ça, si on peut quantifier. Là, je ne saurais pas vraiment vous répondre là-dessus. C'est presque un travail permanent parce qu'il y a à la fois de l'enrichissement de modules existants il y a et de créer de nouveaux modules. Aujourd'hui, on est plus en effet dans l'évolution de la qualité du module. Comme je le disais, beaucoup du passage d'une vidéo passive à des choses plus interactives pour toujours avec ce côté évaluation ou quiz qui permet même pendant ces modules de formation de pouvoir maintenir l'intérêt, on va dire, de la personne qui regarde en lui posant une petite question toutes les 10 minutes ou des choses comme ça. Donc c'est plutôt sur la qualité des contenus qu'on travaille que sur la quantité. Donc ça, c'est un très bel exemple justement de formation en blended learning pour des métiers de vendeur, de manager. Alors ces formations de type blended learning, elles peuvent aussi être mises en place directement dans les entreprises, mises en place massivement dans les entreprises. C'est par exemple ce qu'a fait Nocibé. Alors Nocibé avait préparé d'ailleurs une petite vidéo explicative pour contextualiser leur formation. Si c'est possible de la passer maintenant.
Said I can't go on, not in this way. I'm a dream that died by light of day. Gonna hold up high the sky and say, only I own me. I feel my heart beating. I feel my heart underneath my skin. Oh, I can feel my heart beating. 'Cause you make me feel like I'm alive again. Alive again. Oh, you make me feel like I'm alive again. Turn your magic on, and you should say everything you want to dream away. Under this pressure, under this weight, we are diamonds taking shape. We are diamonds taking shape. Bonjour à toutes et tous. Vous l'avez compris, l'année 2016 sera sous le signe de l'excellence. En effet, nous nous apprêtons à démarrer le parcours de formation baptisé Parcours Excellence à destination d'une large population de conseillers de vente et de responsables adjoints de magasins. Ce parcours s'inscrit dans notre projet d'entreprise et répond à notre ambition d'être numéro 1 du service et de la relation client. Cela passe par la qualité de tous nos services. Notre objectif est de remettre le client au cœur de notre organisation afin de nous différencier et de gravir la dernière marche qui nous permettra de devenir numéro 1 du marché. Cela implique de donner les moyens à nos équipes magasins. Concrètement, nous leur donnerons la possibilité d'être totalement impliqués dans notre projet d'entreprise, de développer leurs compétences et de décrocher à la clé une certification de niveau bac reconnue par le ministère du Travail. Ce parcours s'étendra sur une durée comprise entre 18 et 24 mois, comprenant 203 heures de formation par personne, durant lesquelles seront abordés des thèmes comme le service client, le merchandising, la compréhension des indicateurs et le conseil soin. Ces formations seront dispensées à la fois en présentiel, en e-learning, mais également à travers l'accompagnement managérial. Nous sommes particulièrement fiers de vous proposer ce dispositif et savons que nous pouvons compter sur votre investissement à chacune des étapes. Nous espérons que ces formations seront synonymes de plaisir, d'épanouissement et de réalisation pour chacun et chacune d'entre vous. Nous ne manquerons pas, bien entendu, de prendre de vos nouvelles très régulièrement. À très bientôt. Voilà pour la mise en contexte. Donc c'est un programme de formation qui est massif, qui est ambitieux. Sébastien Bosc, pourquoi l'avoir mis en place, ce programme ? Qu'est-ce qui a incité Nocibé à former massivement tous ses salariés ? Transformation digitale. C'est un grand contexte pour eux. On a rencontré Nocibé en 2012 dans le cadre d'une réflexion très profonde sur leur métier, l'évolution de leur métier et la manière avec laquelle ils devaient se repositionner ou fermer. Un peu comme beaucoup d'acteurs dans le secteur du retail, avec l'omnicanalité et les différentes manières avec lesquelles le digital impacte ce business. Et il y a une décision qui a été prise par la direction générale, par la direction des ressources humaines et finalement par l'ensemble des collaborateurs qui était soit on se forme, on évolue, on se requalifie et on est tous impliqués dans ce projet, soit on n'y arrivera pas et à l'époque ils étaient 3e du marché et ils allaient s'effondrer. Ils avaient également un objectif capitalistique qui était d'être vendus, donc sortis d'un fonds pour redevenir compétitifs sur le marché. Et donc on s'est lancé dans une aventure qui est absolument folle parce que aujourd'hui on a formé, ou Nocibé a formé plus de 75% de ses salariés sur une société qui fait 1600 collaborateurs. C'est quand même c'est un sacré exploit. La manière avec laquelle ce projet se positionne, c'est un projet qui passe après le projet Institut, comme vous l'avez vu, où on a formé 600 esthéticiennes au sein du réseau Nocibé. Donc former des esthéticiennes quand on n'est pas un expert, c'est un peu compliqué. Mais précédemment, on avait également formé l'ensemble des managers, les directrices de magasins et les adjointes.
Là, le programme, en l'occurrence, c'est l'ensemble des collaboratrices et des collaborateurs de vente, les conseillers de vente, les conseillers beauté, qui finalement ont dit nous aussi, on veut notre programme. On a vu arriver les impacts avec les tablettes en magasin, la manière avec laquelle le click and collect venait complexifier l'acte de vente, la surface de vente, le floor, devenait un endroit qui devenait un peu bizarre par rapport à leurs habitudes. Et il y a une vraie demande, à la fois d'aide, et les partenaires sociaux de l'entreprise ont aussi manifesté une grande envie et un grand besoin de faire quelque chose. Et donc on a construit avec Nocibé un dispositif multimodal autour d'actions de formation extrêmement structurantes et complètement construites sur mesure, non pas pour l'entreprise, mais pour chaque magasin. C'est les mêmes qui sont ensuite déclinées. Des formations à distance qui sont un mix entre des choses qui sont existantes sur étagère et des choses qu'on a construites avec Nocibé, que Nocibé finalement a construites eux-mêmes, et de la formation en situation de travail, qui est exprimée là sur la forme d'accompagnement managérial, mais qui va beaucoup plus loin. C'est bien de voir une compétence à distance. Le digital apporte cet aspect théorique qui est incroyable dans le gain de temps quand on est face à un client, quand on a du business à faire. Sortir du business, c'est une perte d'argent. Et donc c'est un dilemme que les entrepreneurs, et dans le retail, ils sont très entrepreneurs, c'est un dilemme qu'ils ne veulent pas prendre, et ils ne veulent pas faire le choix de perdre du business. Donc c'est une manière avec laquelle on a imaginé répondre à leurs enjeux en comprenant leurs contraintes. Doser le temps d'indisponibilité, c'était un deal de début avec la direction de l'entreprise. Combien de jours vous êtes capable de sortir vos collaboratrices du terrain sur les 18, 24 prochains mois? Et c'est pas beaucoup, c'est 4, 5, 6, 7 jours. C'est colossal à l'échelle d'une population comme ça. Finalement, il y a eu pratiquement 500 personnes qui se sont inscrites à cette formation. Mais vous prenez 500 personnes, multiplié par le nombre de jours, et vous multipliez par le chiffre d'affaires non généré, c'est un investissement colossal. Mais c'est un investissement obligatoire de leur point de vue. Et la volonté des collaborateurs de s'y inscrire a été également un succès, parce que derrière, cette formation est terminée depuis quelques mois, et les résultats à la fois quali, quanti, les enquêtes clients nous ont permis d'identifier que sur chacun des points, ça avait été des progressions assez spectaculaires. C'est important, effectivement, dans un programme de formation. Vous dites que c'est un investissement lourd, et du coup, ça suppose la mise en place de KPI précis, justement, pour voir si l'investissement est rentable. Comment vous les mettez en place, ces KPI, dans des formations massives ? Déjà, sur une première question simple, je suis désolé si je vais choquer des gens, on part du premier principe qui est former pour former, ça ne sert à rien. Ça peut être vain de partir là-dessus. Mais à partir du moment où c'est une formation qui est co-créée par l'entreprise à différents niveaux, au niveau business, avec le directeur du réseau, la direction générale, la direction financière qui a un œil extrêmement précis là-dessus, la direction des ressources humaines et même les collaborateurs qui sont impliqués dans la co-construction. Derrière, on a identifié, pas 15, pas 20, on a identifié 5 des points. Après chaque thématique, qui correspondent à des blocs ou à des modules, on a identifié un KPI qui pouvait être suivi. Le panier moyen, les indices de vente, ou la qualité de la relation client, ou le référentiel de service qui a été construit lors de la première formation avec l'ensemble des collaborateurs, pour lequel ces petits éléments, ces petites attentions, quand vous allez chez Nocibé, on vous met un joli bracelet pas vert. Ce sont des choses qui sont rentrées dans le référentiel de service. Et c'est des choses qui sont finalement très très basiques, très très simples, et qu'on a la capacité de mesurer, et derrière de se dire, est-ce qu'on est en ligne ou pas ? Et ce qui est aussi intéressant, c'est de donner, et la table ronde d'avant était intéressante, notamment sur l'approche scientifique que ça a apporté, c'est à partir du moment où on a un regard business et qu'on est capable de mesurer, on est aussi capable de se dire, tiens, on va commencer par cette région, ces magasins qu'on va former, et on va voir l'évolution des résultats avec les magasins qui n'ont pas été formés. Ce qui permet d'avoir une approche un peu placebo ou un peu technique, de se dire, est-ce que ça sert à quelque chose ? Le dirigeant dit, j'investis 1 €, combien je gagne ? Peut-être pas forcément en argent, mais dans les indicateurs qui ont été posés. La formation digitale derrière, elle, donne les basiques. La formation en salle est fondamentale. Et le blended learning, la formation mixte ou la formation... Enfin, il y a plein de mots aujourd'hui. Le formateur, lui, va permettre de faire réfléchir, de faire travailler, de faire mettre en pratique dans un cadre extrêmement protégé ses compétences. Et la formation en situation de travail,
est le seul moyen de le mettre vraiment en application dans un cadre bienveillant avec le manager qui lui aussi est préalablement formé. Justement, ça c'est un point qui est extrêmement important parce qu'effectivement, il faut former aux nouvelles compétences, mais dans un groupe d'une taille comme Nocibé, il faut aussi que le manager, voire le service RH, soit force d'impulsion, de mobilisation. Ça doit supposer un travail en amont assez colossal, non ? Comment ça se passe ? En fait, le principal investissement était sur le premier projet. Embarquer les managers, embarquer les patrons de TPE, en fait, parce qu'un magasin, c'est une structure, il y a 5, 6, 7 personnes dans le magasin. Et à partir du moment où le manager était lui, ou la manager était impliquée, et que les gens avaient compris pourquoi ils s'engageaient dans ce processus de développement des compétences, à partir de là, il faut que tout le monde s'engage, il faut que tout le monde passe. Et la manière avec laquelle les managers se sont impliqués, ils ont été tellement séduits ou en tout cas enthousiasmés par la manière avec laquelle eux avaient été formés qu'ils se disaient il faut qu'on restitue ça et qu'on donne ce qu'on nous a donné à leurs collègues. Et donc on s'est retrouvé avec une logique où les managers, tout le monde n'a pas joué le jeu bien sûr, mais la plupart des managers et des adjoints se sont retrouvés dans cette logique de compagnonnage sur le terrain à aider, à prendre du temps, à programmer. Pareil pour la formation à distance. La formation à distance, ça peut vite devenir une gageure si on se dit allez, j'ai 10, 12, 15, 20, 30 heures, 40 heures à faire dans les prochains mois. Bien sûr, la procrastination étant un art très français, je le ferai après. Et à la fin, c'est trop tard. Donc, il y a vraiment ce travail de planification. Donc voilà, les managers, ils sont chargés sur les 208 heures, de dire alors, est-ce que tu as bien fait ta formation ? Où est-ce que ça en est ? En quoi je peux t'aider ? Ça va beaucoup plus loin que ça. Dans le retail, il y a toujours cet exercice de confrontation client. Et il n'y a pas un client qui est pareil. Donc, la manière avec laquelle la technique est présentée, la manière avec laquelle le produit est fait, le processus, le rituel, etc., c'est vraiment des exercices où, là, en l'occurrence, il y a des journées où le manager, lui, il va avoir ses activités obligatoires et le reste du temps, il va être concentré sur une collaboratrice avec un programme bien défini, des points de recolle pour se dire qu'est-ce qui s'est passé bien ou pas bien, qu'est-ce qui est amélioré. Et ces journées elles vont se répéter et finalement le métier du manager va évoluer. Au lieu d'être un vendeur plus, une fois qu'il a fini son administratif, il va se transformer en coach avec des temps dédiés à chaque collaborateur. Ce qui finalement crée des moments privilégiés où le temps de partage, le temps d'échange est préservé, est protégé, sanctuarisé, et dans lequel finalement le business continue, parce que le collaborateur reste au contact de ses clients, mais a un regard non pas critique, mais plutôt sous la forme d'un coach sur qu'est-ce qui pourrait être fait différemment, mieux, et comment progresser ensemble. Et finalement, on s'est retrouvé avec une sorte de pacte social, et je reviens sur le sujet de la réforme et du CPF. Tous ces dispositifs-là, sauf les premiers, parce que ça n'existait pas encore, ont été mis en place dans le cadre du CPF. On s'est retrouvé avec des populations assez conséquentes de plusieurs centaines de personnes à qui on a demandé « Est-ce que vous voulez vous inscrire ? Est-ce que vous voulez vous engager ?» La finalité certifiante est fondamentale parce que ça donne aux collaborateurs des moyens de sécuriser leur parcours professionnel. Ça donne le moyen de se dire « Tiens, je vais me remettre à jour » en cas d'accident de vie, en cas de problème, pour être capable de remettre mon socle de compétences fondamentales à jour et d'être capable de me remettre en agilité professionnelle si besoin est. Les exemples d'évolution suite à une formation, c'est dans l'inconscient collectif normal, mais c'est très rare. Et il faut que ça se passe comme ça. Pas systématiquement, il n'y aura pas des places de manager pour tout le monde, mais ça doit aussi être un but de progresser. Là, il y a eu des cas pratiques de salariés qui sont passés managers grâce aux certificats qu'ils ont acquis. Absolument, absolument. Et logiquement, il y avait une autre vidéo, mais je ne suis pas sûr qu'elle soit là. Dommage. Et alors, il y a aussi un autre point qui est assez important. Quand on parle de MOOC, de e-learning, ça suppose que les salariés, effectivement, se forment sur leur lieu de travail, mais aussi en dehors. Est-ce qu'ils ont été prêts à ça ? Est-ce qu'il y a eu des barrières ? Comment ça s'est passé ? Différentes populations. Les managers, eux, ont dit, il n'y a pas de souci, nous, on va le faire quand on voudra. Sur le lieu de travail, avant ou après l'ouverture, sur le lieu de travail, mais hors heure d'ouverture, ou au domicile. Et finalement, ça a été un pacte fait dès le début avec la présidente de Nocibé qui, sur scène, a harangué les foules et a engagé tout le monde dans ce programme-là. C'était absolument génial. Et finalement, les heures de connexion étaient... il n'y avait pas de règle, hein. C'était n'importe quand et les gens l'ont fait avec
chaque module de formation en salle était précédé d'approche à distance. Et bon, globalement, ça se resserrait un peu avant la formation en salle. Mais finalement, ça s'est fait comme ça. Sur les esthéticiennes, où on en a quand même formé beaucoup, là, c'était hors de question de les faire hors du temps de travail. Idem pour les conseillères beauté. Ce sont des employés, elles n'ont pas forcément d'adresse email, et l'idée, c'était vraiment que ce soit quelque chose qui reste dans le cadre de l'entreprise et qui n'empiète pas sur leur vie perso. Et ça, c'était un deal dès le départ. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important parce qu'on a l'impression qu'il y a vraiment une distorsion entre les profils cadres qui, eux, sont prêts à se former au digital en dehors du temps de travail, alors que justement, dans les populations plus, on va dire, qualifiées de ETAM, employés, travailleurs, agents de maîtrise, il y a vraiment la volonté de se former sur le lieu de travail. Vous la remarquez en tant que formateur, cette différence ? Alors non, ce n'était pas une question de volonté, c'était plutôt une question de simplicité. Formation à distance implique l'équipement, le matériel, les ordinateurs, le réseau, des adresses email personnelles. Et finalement, on n'a pas voulu rentrer dans cette configuration. On a dit, ça reste une formation qui est au choix des collaborateurs, mais ça reste une formation qui est co-construite avec l'entreprise, et on a pris le parti de garder ces actions de formation sur le travail. C'était plus simple. On avait des populations, que ce soit les esthéticiennes ou les conseillères beauté, qui sont à 99% féminines, avec des problématiques qu'on a discutées avant, où on se disait que ça allait être très compliqué, ça allait empiéter sur leur vie privée, et finalement on a dit c'est pas la peine, et les managers ont dit on va s'organiser. Il y avait aussi tout un aspect échange de bonnes pratiques du coup dans ce grand programme de formation. Bien sûr, à n'importe quel niveau. À la fois dans les formations en salle, où c'est le lieu de partager, d'échanger sans risque, à la fois sur la partie formation à distance, où les environnements qui ont été créés sont des environnements à la fois descendants, où on va proposer des contenus de formation, mais également on va présenter des outils collaboratifs. Typiquement sur des mises en place de services ou de bonnes idées, il y a eu, je ne sais plus combien, entre 800 et 900 bonnes idées proposées. Chacun prend son smartphone, prend une photo, prend un petit film, s'interviewe, fait une interview d'une collègue ou d'une cliente, posée sur la plateforme, et derrière, c'est des sujets qui sont liés à débat. Et la direction de l'entreprise était extrêmement assidue à regarder tout ce qui remontait, parce que derrière, ça nourrissait aussi leur stratégie de développement. Ça, c'est vraiment un point effectivement très important de la formation X.0, tout ce qui est communauté apprenante, casser les silos. Alors, il y a un organisme qui assure des formations vraiment qui casse les silos. C'est The Camp. Alors, c'est regrettable que François Créton n'ait pas pu venir aujourd'hui. Cependant, il a laissé une vidéo explicative, si c'est possible, de la diffuser pour voir un bon exemple justement d'échange de bonnes pratiques au quotidien. Disruptive forces are challenging our societies like never before, but they could be turned into opportunities. Imagine an ecosystem to find solutions to humanity's great challenges. A collaborative place where people of all cultures, generations, and disciplines work together on hands-on projects. What would we need for this to happen? Inspiration, because it all starts with a spark. People need to exchange ideas, values, and initiatives that inspire them to transform the world and use technology with purpose, while learning about things like artificial intelligence, robotics, or blockchain. Transformation, because our models are linear when they should be systemic. To transform organizations in the long term, mindsets have to shift, and leaders need to embrace exponential change. We must break silos between disciplines and generations. Co-creation, because quick prototyping and intensity form a fertile ground for students, designers, artists, and companies to challenge conformism and generate not only revenue, but also environmental and social value. And finally, scaling, because to maximize impact, breakthroughs must be funded and propelled. To change people's lives, private and public stakeholders need a neutral go-between to test on the field, first locally, then globally. Well, that's exactly the ecosystem we're building. And whoever you are, there is a reason for you to be part of this beating heart. Join the camp. Ça, c'est aussi un exemple très intéressant, effectivement, de formation X.0 qui concerne essentiellement des cadres ou des chefs d'entreprise. Cela dit, ces nouveaux modes de formation, ça concerne, on l'a dit, vraiment tous les métiers, notamment des personnes qui sont chargées de teindre des peaux de crocodile. Donc ça, c'est un cas pratique qui est assez intéressant.
Anne Le Bourgeois, Anissa Karachi, est-ce que vous pourriez nous en dire plus et nous contextualiser un peu les choses ? Bonjour à tous. Donc effectivement, on voulait illustrer nos propos aujourd'hui sur des formations en situation de travail. Donc c'est une alternative où on a souhaité intégrer dans ce programme du numérique, et on va vous faire le retour d'expérience sur comment concrètement ça s'est passé. Et donc là, on est effectivement sur des populations ouvrières, mais Anissa va nous présenter l'entreprise, et enfin en particulier les enjeux de la tannerie. Mais pour replacer dans le contexte, Opcalia s'est inscrit dans une démarche expérimentale initiée par le ministère du Travail, donc sur la formation en situation de travail. Et l'objet était de toucher donc des salariés qui ne vont jamais en formation, qui sont dits non qualifiés parce que pas de diplôme. Et donc de pouvoir aller dans ces entreprises. Olivier Gauvin, dans l'autre table ronde, disait on s'adresse on a 210 000 adhérents, 90% d'entre eux donc, sont des moins de 50, des entreprises de moins de 50, où il n'y a pas de pratique très développée de formation. Et donc là, l'idée de l'expérimentation, c'était d'apporter de la méthodologie aux entreprises et de pouvoir mettre en place ces formations en situation de travail et de pouvoir en tirer un certain nombre de réflexions et d'observations sur les conditions de réussite de ces formations, et en particulier dans le contexte aujourd'hui de réforme sur l'évolution même de la définition de l'action de formation. Et de remettre aussi au cœur du sujet la notion de pourquoi on forme. C'est pour développer les compétences de ces salariés, et en particulier là, dans notre cas pratique, d'une entreprise isolée géographiquement, dont il n'existe aucun organisme de formation lié à ses compétences techniques. Et donc, de pouvoir, les sachants, c'est donc les experts. Les salariés eux-mêmes, en fait. C'est les salariés eux-mêmes. Et c'est un vrai métier d'être formateur. Et donc, comment, dans une entreprise de moins de 100 salariés, l'entreprise véritablement s'empare de cette fonction formation, et donc comment Opcalia accompagne ces entreprises à s'approprier ces sujets en intégrant le numérique. Et donc comment on a souhaité accompagner les entreprises en intégrant le numérique. On a développé une solution, un applicatif permettant de structurer un programme de formation, mais surtout les contenus pédagogiques, le matériau pédagogique de la situation de travail. Donc avec un système de captation vidéo, audio. Et donc on a souhaité équiper donc les salariés qui ont expérimenté ça de tablettes numériques. Je vais laisser Anissa présenter l'enjeu de l'entreprise et surtout, finalement, qu'est-ce qui s'est vraiment passé avec les tablettes numériques, parce que ça, c'est un point assez intéressant. Fameuses tablettes, voilà. Bonjour déjà. Oui, donc on a lancé ce programme sur toute l'année 2017. On a démarré donc avec les tablettes parce qu'on est sur des métiers manuels et donc on ne peut pas l'écrire, on ne peut pas l'acter. Donc la seule façon de transmettre le savoir, c'est de le filmer, c'est de faire un focus vraiment sur l'action à réaliser et limite de le découper en plusieurs étapes. Sauf que ce qui s'est passé, c'est qu'on avait sous-estimé l'impact du numérique et on s'est retrouvé avec des salariés qui ne savaient pas se servir de tablettes. Voilà, là, on était vraiment dans ce que disait Mounir Majoubi tout à l'heure, les 20% de Français qui ne sont pas éduqués au numérique. Et là, c'était des populations plutôt seniors, hein, c'est ça en plus? Pas forcément. On est sur une population à 70% ouvrière et ça va des jeunes de 25 à même 45 ans qui ne savent pas du tout utiliser ni Internet, ni les tablettes, qui n'ont pas forcément accès à Internet chez eux. On est dans une zone pas très accessible en Normandie, donc ils n'ont pas encore tous Internet déjà à la maison et c'est pas un réflexe d'utiliser Internet pour eux. Donc c'est vraiment une nouveauté. La tablette, on leur a donné pensant simplement qu'il suffisait de prendre la tablette et puis qu'ils n'auraient plus qu'à faire des vidéos et filmer. Mais en fait, ils en étaient même au stade de comment on allume une tablette. Et donc du coup, comment ça s'est passé ? Du coup, on a pris le relais, on les a beaucoup accompagnés parce qu'on avait sous-estimé cette étape. Donc nous, le service RH, c'est là qu'on est intervenu, qu'on a
suivi et qu'on est venu en relais pour filmer, pour accompagner, pour rédiger également les contenus pédagogiques parce que c'est des populations qui ne savent pas forcément rédiger leur savoir, qui ont énormément de savoir, une fierté du métier, mais qui finalement ne savent pas vraiment le transmettre à l'écrit, on s'entend. Et nous, notre rôle, ça a été justement de récupérer le savoir, de l'acter par écrit, de saisir les moments forts des actions à réaliser et préparer tout ça pour avoir des présentations à remettre à nos apprenants. Il faut savoir qu'on part sur des sessions de formation d'une durée en moyenne de 400 heures. Donc c'est des longues formations qui ont lieu en général sur 4 à 8 mois. Et en plus, ce qui est très intéressant, c'est que ces formations, non seulement elles sont longues, mais du fait de la spécificité du secteur de la tannerie, elles sont obligées d'être faites sur le lieu de travail avec des outils spéciaux, etc. Totalement. On ne peut pas fonctionner derrière une salle, sur une chaise, derrière une table. Il n'y a aucun intérêt. Nous, on a besoin d'apprendre à le savoir-faire, cette expertise métier. La seule façon d'apprendre, c'est de faire. Donc, pour faire, il faut être en situation de travail. Et donc, finalement, la situation, c'était un sachant, donc, qui était tanneur, mais dans une spécialité vraiment particulière de la tannerie, qui formait en individuel sur 400 heures. Alors, une autre personne ? Il y a une première étape. On a fait déjà le CQP. Donc, on les a montés en compétences déjà pour devenir formateurs ou tuteurs. Donc, dans chaque atelier, on a un formateur qui donc transmet le savoir, forme le collaborateur. Une fois que la formation est terminée, il bascule vers le tuteur. Donc, ces étapes de CQP ont permis déjà la première étape et de se mettre dans l'environnement formation. Pour ça, on a été accompagné d'un centre de formation qui nous a suivis pour monter ces dossiers, justement, et les aider à formaliser leur savoir. Et au total, combien de personnes ont été formées ? Une quinzaine en CQP. CQP, et après, sur du FEST, à peu près une dizaine. Et il y en a 2 qui ont finalisé donc, leur formation en situation de travail l'année dernière et qui ont pu changer de service et rejoindre le service, notamment teinture, dont vous parliez tout à l'heure, et qui désormais ont changé totalement de rôle et ont rejoint cette équipe. Donc effectivement, tout à l'heure, j'ai parlé, ça s'est passé en 2 temps, c'est-à-dire que l'entreprise a investi dans ces managers qui ont adopté la posture du formateur et qui ont appris les techniques de formateur. Donc il se trouve que la branche professionnelle de la filière cuirs et peaux est une branche qui s'est emparée du sujet certification professionnelle et qui a créé ces outils donc, de certificat de qualification professionnelle. Et donc l'entreprise a mobilisé ces outils et ces méthodologies pour faire vraiment monter en compétence ces managers qui deviennent formateurs. Donc ils ont appris toutes ces techniques et c'est ensuite que l'entreprise, avec ses formateurs identifiés, a monté ses programmes et ses parcours de formation pour le déployer auprès des salariés, sachant que dans le contexte et les enjeux de cette tannerie, ils étaient 45 salariés, entreprises artisanales encore, enfin c'est une tannerie qui a été créée dans les années 50 et encore en 2013 ils étaient 45. Le projet c'est qu'ils deviennent dans 1 an ou 2 ans 160. Donc en fait il y a aussi dans l'enjeu de cette entreprise le fait d'accueillir ces salariés entrants, et Anissa l'a dit, ces salariés ils sont made in France, ils sont locaux, ils habitent à 10 minutes autour de l'usine. Et donc on prend ces salariés, quel que soit leur niveau, et on les fait monter en compétences. Et donc il y avait vraiment besoin pour l'entreprise de structurer et d'accélérer en fait ces processus d'apprentissage, parce que le taux d'encadrement il évolue, mais il faut quand même maîtriser ces techniques de transfert de savoir-faire et de professionnaliser. Ce qui fait en fait que maintenant les formés sont devenus ou deviendront formateurs. On espère. On ne va pas forcément les forcer. L'idée, c'est que le salarié adhère, donc que ce soit en tant que formateur ou apprenant. Donc, dans tous les cas, il faut qu'il y ait une volonté déjà de leur part. Et justement, ces salariés qui ont été formés, ce qu'ils se sont dit, finalement, la formation que j'ai reçue, elle est tellement bien que j'ai moi-même envie de devenir un sachant et de partager mon savoir. Alors, il faut un certain temps. C'est que là, ils viennent de transférer sur le poste. D'ici qu'ils soient vraiment formés à 100%, il faut au moins 3-4 ans de savoir-faire.
C'est vraiment un savoir extrêmement pointu alors. Hein. Ah oui, et on n'a pas d'école, c'est ça la problématique aussi pour nous en France. Il n'y a pas d'école. Il n'y a aucune école qui forme à ces métiers. Donc on est obligé de les former du début à la fin. Et malheureusement, on est sur des produits vivants, entre guillemets, des matériaux assez capricieux, je dirais même. Donc c'est vraiment l'expérience qui fait que quand on parle de teinture, là par exemple, il n'y a que l'expérience qui va pouvoir dire « Ah oui, tel type de peau, je la connais, j'en ai eu il y a 2 ans, je sais qu'elle... » Le gris, il prend moins bien sur ce type de peau, par exemple. Il va falloir que je force un peu plus sur mon colorant. Et ça, il n'y a que l'expérience qui fait que. Il y en a tellement de petits cas particuliers que le formateur, même s'il transmet, il y a forcément toujours des petites exceptions, des petites choses que le salarié va continuer d'apprendre au fur et à mesure de son expérience. D'accord, merci beaucoup en tout cas à tous les 5 pour ces témoignages. C'est la fin de cette matinée de table ronde. On reprendra cet après-midi avec notamment le sujet de la lutte contre la fracture numérique. Merci à tous.